Nous sommes dans les entrailles de Junior d'Afrique. Chers téléspectateurs, merci de votre fidélité. La première manche de cette rubrique, c'est bien sûr le bulletin, toujours avec Vanessa Zanon. Vanessa, bonjour. Bonjour Habib, bonjour chers téléspectateurs, j'espère que tout le monde se porte bien. Le bulletin des informations éducatives, c'est avec vous. Bien sûr, on va démarrer par les informations à l'Université d'Abomey-Calavi à l'occasion de la journée de l'étudiant de la faculté des lettres, langues, arts et communications, FLAC. Le bureau d'union d'entités BUE de la dite faculté organise une sortie touristique sur la ville de Lomé au Togo. L'activité qui aura lieu le vendredi 31 mai prochain a pour objectif de visiter la capitale togolaise et d'autres lieux phares du pays voisin. Il faut noter que la participation à cette randonnée touristique s'élève à un prix forfaitaire de 7 000 francs, donnant droit au déplacement, l'accès aux divers jeux et aux concerts. Il est important de notifier que plusieurs lieux seront à contempler au cours de cette activité. Vendredi 31 mai 2024 à 12h30, c'est la date butoir qu'ont les jeunes béninois qui souhaitent présenter leur candidature pour la bourse mixte dans les catégories Undergraduate Student, College of Technology Student et Specialist Training College Student. C'est une annonce de l'ambassade du Japon près le Bénin, effectuée le vendredi 24 mai dernier sur sa page Facebook. Pour rappel, les bourses MEX émanent du gouvernement japonais, lesquelles bourses sont accordées aux étudiants dans l'ensemble des disciplines sciences humaines et sociales, y compris les disciplines artistiques. Les conditions de participation, les critères, les profils et d'autres informations sont consultables sur le lien https://www.bj.emb-japon.geo.j/next-béninois.html. En outre, le réseau Pamoja Éducation, avec l'accompagnement de ses partenaires que sont l'École normale supérieure de l'Université Abdou Moumouni de Niamey, l'Institut de formation en alphabétisation et éducation non formelle de Niamey et l'appui financier de la coopération suisse lance un appel à candidature pour la sélection des meilleures initiatives dans le cadre du concours champion de l'éducation. L'objectif est quand même d'encourager l'engagement et les efforts des acteurs et partenaires des systèmes éducatifs des pays bénéficiaires du programme régional d'appui à la qualité de l'éducation en Afrique de l'Ouest. Et puis ce sera tout pour ce bulletin d'information. Merci beaucoup à vous, Vanessa Zanour. Sur la deuxième manche de la rubrique, nous allons parler des préparatifs pédagogiques aux examens scolaires. Et c'est avec vous toujours. Bien sûr, on a commencé par le dire la semaine dernière en période d'examen, la pression de réussir, le stress lié à la performance et l'angoisse de l'échec peuvent quand même parfois être source d'anxiété, de difficultés psychologiques pour les candidats. C'est pourquoi nous avons décidé d'aborder le sujet avec monsieur Ulrich Viouani, qui est non seulement psychopédagogue, mais également un éducateur. C'est bien ça? Oui, oui. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, Vanessa. Vous allez bien, j'espère? Très bien. D'accord. On va commencer rapidement. Déjà, j'ai bien envie de savoir quels sont les principaux facteurs liés de stress, liés aux examens de fin d'année et comment peuvent-ils quand même affecter la performance des apprenants? Merci, Vanessa. Nous allons commencer par écouter le passage d'un pédopsychiatre, Patrice Huer, qui décrit un peu ce que nous remarquons souvent. Nous pensons que lorsque, à l'approche des examens, les enfants sont stressés, nous lions ce stress à la peur de l'échec. Bien sûr. Alors, nous allons constater tout à l'heure que c'est pas vrai. Et Patrice Huer dit que la peur de l'échec n'est pas le motif principal du stress. Okay. Et que
le principal motif du stress est dû à un doute sur ses capacités à réussir, à une insuffisamment bonne image de soi ou encore à la peur de décevoir un entourage qui attend un résultat positif du candidat et éventuellement met une pression sur lui. Ok, je vois. Voilà, donc le candidat qui est stressé, c'est pas parce qu'il a peur de l'échec, mais à un moment donné, il a peur de sa capacité de donner de lui-même ce qu'il va donner pour réussir. Ou peut-être dans son entourage, il se dit, qu'est-ce qu'ils diront de moi quand je vais échouer? Et là, il ne pense plus aux examens, mais il pense plutôt à ce que les gens diront de lui. Et cette pression fera qu'il va douter de sa capacité. Et là, ça va réduire sa performance. Parce que, vous voyez, lorsqu'on est stressé, on est perturbé dans son équilibre. Il n'est plus équilibré. Et s'il n'est plus équilibré, il ne peut pas donner le meilleur de lui-même. C'est clair. Et dans ce cas, comment est-ce qu'il faut renforcer la confiance de soi de ces apprenants? Je pense que renforcer la confiance de soi, l'apprenant doit commencer déjà dès le début de la rentrée. Parce qu'il y a une préparation lointaine et il y a une préparation à court terme. Alors, c'est déjà au niveau de la préparation lointaine que l'apprenant doit savoir qu'il a un objectif. Donc déjà dès le départ, il a un objectif et il doit croire et penser que cet objectif doit être atteint. Alors, il croit qu'il va réussir. Ça, c'est le premier objectif. S'il croit qu'il va réussir, ça veut dire qu'il y a un but devant lui. Maintenant, mettre les ressources, les moyens pour réussir, c'est d'abord maîtriser son cours. Bien sûr. C'est d'abord reprendre chaque fois les exercices et ne pas paniquer. Bien sûr. C'est se donner aussi les moyens financiers, ça c'est du côté des parents, bien sûr, pour apporter leurs soins à l'enfant, l'aider à ne pas trop veiller, à manger de bonnes choses. Donc le soin corporel, le soin mental, tout cela pour participer à l'équilibre physique et psychologique de l'enfant. D'accord. Et quels conseils ou astuces efficaces pourriez-vous quand même donner à ces apprenants-là pour quand même gérer le stress avant et pendant les examens? Le stress, pour dominer le stress, je l'ai déjà dit, il faut la concentration. Et pour se concentrer, d'abord, il faut éviter les débats houleux, les débats inutiles, pour bien se concentrer. Il faut avoir également une écoute attentive. Déjà dès le début des cours, une écoute attentive, une observation. L'élève qui n'observe pas ne peut pas travailler dans les sciences. L'élève qui n'écoute pas le professeur ne peut pas apprendre, de retenir, parce que pour faire le par cœur, il faut d'abord comprendre le cours. Bien sûr. Il faut d'abord comprendre le cours. Donc, pour une bonne concentration, l'élève est obligé d'abord de suivre l'enseignant en classe, après reprendre l'exercice de la classe et participer aux activités, c'est-à-dire les activités, les TD de l'école, les exercices personnels de la maison. D'accord. Et est-ce que, à votre avis, existe-t-il des ressources ou des structures d'aide disponibles pour les apprenants qui rencontrent des difficultés psychologiques pendant la période des examens? À mon avis, il n'existe pas une structure spéciale pour accompagner les apprenants en cas de difficultés psychologiques lors des examens. Néanmoins, je sais que quand nous venons dans un centre d'examen, il y a quand même l'infirmerie qui est là et qui est chargée de prendre certains cas lorsqu'ils sont en difficulté, s'ils sont malades ou pas. Donc, on peut gérer. Peut-être, et maintenant, lorsqu'il s'agit d'un cas qu'il faut accompagner, je pense que les structures ne sont pas en place, mais on va les orienter. D'accord. Vous avez commencé par le dire tout à l'heure avec la responsabilité des parents. Comment est-ce que les enseignants ou même les parents peuvent-ils contribuer positivement à la préparation psychologique des apprenants pour les examens de fin d'année? Ça, c'est important. Nous avons remarqué souvent que c'est à l'approche des examens que
qu'on met souvent la pression sur les apprenants. Bien sûr. Ce qui n'est pas, avec les révisions. Les révisions, bon, c'est le moment de rassurer l'enfant qui déjà dès le début a pris les études au sérieux. Alors, le parent à côté de son enfant doit pouvoir le rassurer en lui disant simplement que l'élève moyen doit pouvoir réussir. Vous voyez, la période des révisions, c'est une période où les enfants cherchent des épreuves partout et traitent. Alors que nous savons bien que parfois on tombe sur des épreuves où il y a des erreurs. Bien sûr. L'élève moyen qui a appris par exemple une épreuve d'un concours et est coincé, il sera paniqué. Il va se demander si cela arrive à l'examen. Et on voit même des enseignants qui donnent parfois des épreuves qui collent l'apprenant à quelques jours des examens, ce qui fait que l'apprenant se demande qu'est-ce qu'il connaît pour aller se composer. Je pense que ce qu'il faut pour l'aider l'apprenant, c'est de lui donner ce qu'il peut avoir pour réussir à son examen. L'élève moyen doit pouvoir réussir, donc rassurer les enfants, éviter que l'enfant veille trop à la maison et soutenir l'enfant dans cette difficulté et apporter-lui le soin qu'il faut et l'hygiène qu'il faut. Et je pense que s'il ne tombe pas malade et qu'il est serein, il pourra réussir facilement. D'accord. Vous qui êtes éducateur, quels sont les outils et les méthodes pour améliorer la concentration et la mémorisation lors de la phase de révision? Une étape très importante. C'est vrai, c'est une étape très importante et pour l'apprenant. Mais nous devons savoir que, vous voyez, tout à l'heure, nous avons commencé par les écrits de Patrick Huer. Oui. L'apprenant qui n'a rien fait et qui pense que c'est vers la fin qu'il va jongler les révisions et réussir, ne pourra pas réussir. Donc, je dirais simplement que celui qui déjà dès le départ avait commencé par travailler, de ne pas se paniquer, il reprend simplement les devoirs, les exercices, les TD de l'école, il a le minimum pour réussir. Il a le minimum pour réussir. Tout ce qu'on donne, c'est déjà vu en classe. Je voudrais intervenir. Est-ce que vous accordez une place importante aux pauses et aux loisirs dans le processus de révision? Nécessairement. Nécessairement, parce que déjà dès le début de la rentrée, l'apprenant doit avoir un planning personnel. Et dans ce planning personnel, il sait déjà quand il travaillera, quand il va se reposer. Donc, à l'approche des examens, il fait comme s'il n'a pas d'examen. Il se comporte comme si il allait en devoir. Voilà. Est-ce qu'il y a des signes qui montrent que pendant ces révisions-là, qu'un apprenant peut être surmené et comment on peut l'éviter? Il y a des signes. Et je vous donnerai un exemple. Par exemple, la semaine passée, moi, j'ai discuté avec un élève de la 3e qui est coincé devant une épreuve de mathématiques. Et déjà, il fait la première question, la deuxième question, la troisième question, il est coincé. Il est affolé complètement. Il est paniqué. Et quand j'ai pris l'épreuve en même temps, j'ai vu que c'est un concours. Okay. Et je l'ai rassuré que ça là, d'aller dormir, on ne peut pas donner ça. Vous voyez? Il dit, tu es frère? J'ai dit oui. Vous voyez? Donc, il peut. Donc, il faut rassurer l'enfant. Il faut rassurer l'enfant que de ne pas se paniquer. Maintenant, si c'est un enfant qui n'a pas appris et qui jongle, c'est sûr qu'il va se paniquer. Puis à un moment donné, il va se dire, je vais échouer. Mais les parents ont investi. Et là, quand tu es dans ce schéma, tu ne peux pas te maîtriser. Quel comportement l'apprenant doit adopter pendant les épreuves orales et sportives pour maximiser ses performances? Bon, je pense que pour maximiser ses performances, les épreuves orales et sportives, oui. Et sportives, je pense que c'est après l'écrit. Oui. Souvent, après l'écrit, l'élève sait déjà à peu près là où il se trouve. Il se trouve. Pour les épreuves sportives et orales, souvent nous n'avons pas l'habitude de les considérer. Mais ceux qui sont un peu conscients continuent de lire leurs cours. Je sais que c'est au niveau du sport, on n'en fait pas. C'est le jour là qu'on commence à faire. Mais il serait bon
de commencer par habituer nos enfants, même après l'écrit, de continuer à travailler sur ces épreuves. Et le jour même de l'examen, comment l'apprenant doit se comporter? Le jour de l'examen, d'abord, l'apprenant doit se comporter comme si c'est un jour ordinaire. S'il n'a pas l'habitude de manger le matin, avant 10 heures, qu'on ne le précipite pas à manger avant 10 heures. Il fait comme si il va au cours. Et il fait comme si c'est un jour ordinaire. Et les parents doivent savoir que c'est déjà la veille qu'on doit contrôler les outils que l'enfant doit utiliser en classe quand il va à l'examen. S'il change de tenue, on doit vérifier si il n'a pas oublié peut-être sa carte d'identité dans sa tenue ou ça c'est dans le sac. Donc si on veille sur ça, je pense que l'apprenant ne sera pas stressé avant d'aller se composer, Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup, monsieur Ulrich Viwani. Ce sera votre mot de la fin. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour ce moment de partage. Très bonne chance par anticipation à tous les candidats du certificat d'études primaire CEP qui vont plancher pour les épreuves la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. Merci. Mais avant de vous laisser partir, Vanessa, est-ce que vous avez une anecdote à nous raconter pour inspirer les candidats de genre? J'avoue que je n'en ai pas. Oui, pour vous, par exemple, quand vous étiez en train de réviser pour l'obtention de votre baccalauréat, votre BPC. J'avoue que c'était pas trop stressant parce que moi, je m'amuse déjà beaucoup. Donc, c'était pas trop stressant. Si vous êtes sûr que vous avez bien révisé, je pense que vous avez toutes les chances de votre côté pour quand même réussir. Mais n'oubliez pas de réviser au moins chaque matin avant de vous présenter dans la salle d'examen. Merci beaucoup, Vanessa, merci bien. Alors, chers candidats, il ne s'agit pas de faire confiance à un bic magique, ni à passer toute sa période d'examen dans des temples d'église ou à prier en un point terminé. Il faut réviser, suivre nos conseils. La chance est déjà de votre côté. Nous allons poursuivre cette émission avec la toute dernière rubrique, c'est Kiff numérique.